Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Au complet ce matin ? Bonjour Philippe. De justesse, Bonjour, parce que de justesse. Voilà, c'est un petit peu chaud. Alors aujourd'hui, émission numéro 16 consacrée aux États généraux bioéthiques 2018. Alors, pour lancer ce sujet, quelques éléments de contexte. Nous sommes en phase de préparation à la révision de la loi bioéthique qui devrait avoir lieu, cette révision, je parle fin de l'année. Nous sommes dans une phase dite préalable, puisqu'en fait, depuis quelques années, tous les 7 ans maintenant, il est prévu qu'effectivement cette loi soit révisée et qu'elle fasse l'objet d'une phase un peu de consultation préalable. Nous sommes dans un contexte où la science et les technologies médicales progressent à une vitesse grand V, avec une question assez simple à prononcer, moins simple à mon avis à traiter. Est-ce que ce qui est possible est souhaitable ? D'ailleurs, le président du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, merci, c'est l'expression qu'il utilise. Quelques exemples pour clarifier le sujet, puisque cette loi, dans les années passées, a notamment décidé, en tout cas légiféré sur la congélation des ovocytes, sur la recherche des embryons sous conditions, ou autre exemple, sur l'interdiction du clonage humain. Ces états généraux ont été lancés le 18 janvier dernier. Et ce sera la 4e loi depuis 1994. Messieurs, mes invités habituels, première réaction, quelle corde sensible en priorité ce sujet fait vibrer chez vous ? Marc ? Je dirais 2 points. Quel monde voulons-nous ? Et quelle place faisons-nous à ce que l'on considère être la vie ? Très bien, ben ceci est dit, merci, et que ceci soit accompli. J'adore le ton professoral. Merci Marc. Bernard, moi, des choses à dire. Oui. Je me suis dit rentrer dans cette démarche de consultation, entre guillemets, je mets le mot entre guillemets, ça m'a tout de suite fait faire un flashback sur les histoires de la manif pour tous, où on allait voir 2 clans s'affronter, sans trouver de solutions qui satisfassent les deux. Ok, donc plutôt le côté clan. Et David ? Moi, il y a une chose qui m'est apparue, c'est quand même qu'il y a beaucoup de recherches biotiques sur la procréation médicale assistée, et donc qui montre bien qu'il y a un problème de baisse de la fertilité en Occident. Et moi, comme j'ai toujours une fibre écologique qui s'agite, je me dis quand même que voilà, on est en train de déployer des grandes techniques pour régler un problème certainement qui est un problème de pollution. Alors, le plan de notre émission aujourd'hui, dans quelques instants, je vais vous proposer qu'on clarifie quand même quelques aspects, parce que moi, en tant qu'auditeur ou en tant que témoin de l'actualité, des fois, je peux peut-être entendre prononcer des mots, des concepts, des sigles, et sans forcément avoir cherché à creuser, donc on aura un petit point de clarification. On se posera ensemble quelles sont bien sûr les questions et les grands enjeux que pose ce type d'actualité. On verra, je rebondirai sur ce que Bernard a dit, quelle ligne de fracture potentielle ces questions peuvent poser dans la société, en tout cas ici française. Nous verrons ensemble quelle lecture macroéconomique on peut en faire. J'ai dit macroéconomique. Oui, mais c'est pas économique que je voulais dire en fait. D'accord. C'est une lecture macro tout court, tout simplement. Même si la réalité économique n'est pas exempte de tous ces sujets-là, mais loin de là. Vous êtes tellement magnanime, je vous adore. Ne serait-ce que l'incidence que telle décision peut avoir sur des labos. Voilà, mais c'est mon profil qui ressort. Et enfin, nous terminerons par un éclairage biblique dans quelques instants. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Pour cette émission donc consacrée aux États généraux bioéthiques 2018, messieurs, lorsque nous nous sommes préparés pour cette émission, y a-t-il des points sur lesquels vous avez ressenti le besoin de clarifier déjà un peu ce que c'est, c'est-à-dire de clarifier le quoi, Marc ? Moi, j'ai déjà envie de redire... Bernard
parlait de cette question d'ouverture au débat. Le débat citoyen, c'est quelque chose que moi je trouve intéressant et important. La question qui se pose, c'est est-ce que les dés sont pipés ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que l'ouverture de ce débat permettant à chacun de pouvoir s'approprier ces questions, et il y a 9 grandes thématiques de bioéthique qui sont posées, est-ce que les citoyens vont pouvoir apporter, et de quelle manière ils vont pouvoir apporter, sur des sujets pour certains d'entre eux excessivement compliqués, et quelle écoute il y aura? Ce débat, il va se terminer le 30 avril, puisqu'après, il va y avoir une remontée et une synthèse de tout ce qui sera fait pour que le comité consultatif puisse, pour le mois de septembre, mettre les éléments devant les parlementaires et que ceux-ci aient le temps d'étudier les solutions pour proposer de nouvelles législations. Donc, moi, je me dis, la démarche est intéressante. Beaucoup disent, les dés sont pipés, parce qu'en fait, le cadre législatif est déjà posé. Alors, si on peut juste clarifier, du coup, pour rebondir sur ce que Marc vient de dire, la démarche en question, il est constitué de rencontres publiques auxquelles vous et moi, nous pouvons assister sous réserve d'inscription préalable. Je crois qu'il y en a un peu moins de 200 qui sont planifiés en France. C'est un comité citoyen, je redis mes notes, et un médiateur, en l'occurrence la personne de Louis Schweitzer. D'autres choses, messieurs? Et des invités à chaque fois. Et puis aussi un site internet de consultation ouvert à tous, participatif. où il est participatif, où il est possible de déposer tout ce que l'on a envie de dire. Tout à ça, fait. C'est quand même très important. Merci pour la clarification. Bernard, qu'est-ce que tu as senti? Marc évoquait ces 9 thématiques. Il faut savoir que elles ont été réparties aussi sur les grandes régions. Il y a en Alsace un comité alsacien qui a organisé des rencontres sur des thématiques bien particulières. Pas sur les 9 d'ailleurs. D'accord. David, qu'est-ce que tu as ressenti comme besoin de clarification lorsque tu t'es préparé pour l'émission? Ou tout était déjà clair peut-être pour toi, parce que tu es familier peut-être du sujet, ce qui n'était pas mon cas par exemple? Oui, en tout cas, en plus sur les questions de transhumanisme, là, j'ai bien creusé le sujet, et bon, c'est un sujet très très vaste. Sur les autres questions, moi je me dis une chose, c'est que quand même, là c'est des questions d'encadrement, c'est-à-dire il y a peu d'opposition sur les techniques. Mais c'est l'encadrement de savoir dans quel cas c'est fait et pour qui c'est fait et à quel besoin et à quelle demande ça répond. Est-ce que c'est un besoin d'enfant? Est-ce que voilà. Et je me dis une chose quand même, c'est que les personnes, on peut être contre une technique ou contre une sorte de dérive scientiste comme ça par principe. Mais ce qui se passe, c'est que en général, quand on a la possibilité technique d'améliorer sa vie, de résoudre un problème de fertilité ou même de vivre plus longtemps, en général, les citoyens sont beaucoup moins regardants pour en bénéficier. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et ça c'est tout le danger du transhumanisme, c'est qu'à partir du moment où une technique sera là et permettra d'améliorer notre situation personnelle, avoir une meilleure vue, régler, eh ben on le prend. Ça sera très difficile de s'interdire à soi-même, au nom de nos convictions éthiques, de se l'appliquer. Donc en fait, souvent ce qui est techniquement possible va devenir souhaité. En fait, c'est ça que je suis en train de comprendre. C'est ça, messieurs? Un dernier point, Philippe. Dans les faits, ouais. C'est de se dire, et je pense que notre rencontre d'aujourd'hui ne va pas enlever cet écueil-là. Les débats ont été très rapidement mis en avant uniquement sur la question de la PMA et de la GPA. C'est rajouté au dernier moment, et on se demande toujours pourquoi, et j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, la question sensible de la fin de vie, de l'euthanasie et du recours au suicide, alors que ça n'était pas prévu au départ. Et en même temps, comme le disait, il y a les questions de transhumanisme, il y a les questions de qu'est-ce que l'on veut comme homme augmenté demain. Au milieu de tout ça, comment on est amené à pouvoir poser, et pour moi ce qui est capital, et je crois que pour nos églises c'est très important, c'est de dire on ne peut pas être étranger à ces débats-là. D'une certaine manière, chacun à notre niveau, on est en capacité d'avoir une idée. Comment on dialogue, comment on s'écoute pour essayer de faire émerger une perspective qui sera la perspective de la construction de notre société demain. Bernard? En écho à ce que vient de dire Marc, au sein du Conseil consultatif national d'éthique, le fameux CCNE, il y a d'ailleurs des représentants qui ont été nommés pour siéger autour de cette table au titre de leur conviction religieuse. Et il y a par exemple Marion Muller-Collard qui siège autour de cette table en tant que théologienne protestante. Et Monseigneur Dornelas comme archevêque
l'archevêque de Rennes et qui, au nom de l'épiscopat français, travaille sur ces questions-là. Voilà. Moi, sur le sujet de la clarification, ça m'a donné l'occasion de voir un peu plus précisément, de vérifier mes connaissances. C'est quoi la PMA pour moi, hein. Donc du coup, j'ai fait mes petites révisions. Hein. Il y a plusieurs techniques, hein, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro avec 2 techniques et l'accueil d'embryons. Du coup, je me suis intéressé aussi au dépistage prénataux, qui en fait est l'enjeu de jusqu'où il faut tout savoir. Le fameux diagnostic préimplantatoire. DPI, voilà, tout à fait. Jusqu'où faut-il tout savoir avant de choisir de mettre au monde un enfant en termes de potentiellement patrimoine génétique. Et puis la GPA, bien sûr, gestation pour autrui, qui consiste à ce qu'une femme porte un enfant pour le compte d'un couple qui ne peut pas le porter lui-même, si je devais proposer une définition de clarification. Hein. Qui ne peut pas, qui ne veut pas. Parce que c'est encore une autre question posée très largement aujourd'hui aux États-Unis, en particulier en Californie. Tout à fait. Donc j'aime bien ce genre de petit glissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Je vous propose de passer à un rapide inventaire des questions qui se posent dans nos sociétés, qui se posent du coup à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Si on fait un rapide inventaire des questions, on en a déjà posé une. C'est est-ce que c'est parce que c'est... Je vais la refaire. Tout ce qui est-il... Refais-le encore. Alors, encore. Ce qui est techniquement faisable est-il souhaitable ? En plus, ça rime. Tout ça, c'est une des questions. Quelles autres questions peuvent se poser à nos sociétés actuellement ? Je m'en permets une, puis après, je laisserai quand même parler. Pour moi, la question clé sur ce que tu viens d'évoquer, et bien sûr qui est au cœur de la PMA et de la GPA, c'est est-ce que d'avoir un enfant est un droit ? Ça, pour moi, cette question, elle est fondamentale. Et j'ai pas obligatoirement une réponse simpliste là-dessus. Il est légitime qu'une femme veuille avoir un enfant et que quand elle est confrontée à l'impossibilité d'en avoir, elle cherche les moyens de pouvoir dépasser cela. Et pour autant, est-ce qu'on peut baser notre législation sur le fait que avoir un enfant est un droit ? Ok, c'est une des questions. Droit à l'enfant ou droit de l'enfant ? Il y a une autre question, me semble-t-il, qu'on peut aussi trouver dans toutes ces interrogations, c'est celle de la fameuse égalité homme-femme. Ah, je me l'étais noté également. Mais voilà, si une femme peut porter un enfant, pourquoi un homme ne pourrait-il pas ? Donc on rentre aussi dans toute... Emporter un, oui. Les greffes d'utérus, c'est possible. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une autre question. C'est possible chez la femme, pas chez l'homme. Hein. Ah ben si. Médicalement parlant, c'est techniquement faisable. Ouais, enfin, c'est pas viable en tout cas. C'est pas demain, mais c'est dans les tuyaux. Techniquement, c'est faisable. Tout à fait. Et ça serait cohérent si on suit les arguments d'une conception de l'égalité au sens égalité sociale. Et voilà, bref, ça pose la question de discrimination biologique. Parmi les questions, les enjeux, David ? Bon, moi, j'ai quand même un petit peu l'impression, mais je peux me tromper, que c'est quand même un peu des questions rhétoriques, ces questions de droit à l'enfant et de le fait que les hommes pourraient avoir les mêmes droits que les femmes pour avoir des enfants. Je pense qu'on choisit ces choses-là parce qu'il y a des personnes qui le disent, comme il y a des personnes qui disent tout dans le monde, on peut tout trouver. Et je trouve que voilà, c'est peut-être un petit peu caricaturé les aspirations de beaucoup de gens dans leur famille. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des millions de personnes ou des millions de couples homosexuels qui veulent absolument porter un bébé, mais je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois que ça représente quelques personnes pour moi, hein. Et que on pointe ces aspirations de certaines de ces personnes, parce que tous les couples homosexuels ne veulent pas forcément rentrer dans ces questions de procréation. Je pense qu'on est là pour un petit peu disqualifier peut-être un petit peu toutes les autres choses qui nous dérangent. Voilà, j'ai un petit peu l'impression qu'il faut... Et ce serait quoi ces autres choses qui dérangent, David ? Par exemple, je sais pas, la PMA pour les couples de femmes homosexuelles. Voilà. Donc dire on peut pas évaluer l'opportunité aujourd'hui dans la loi 2018 d'autoriser les couples de femmes homosexuelles à pratiquer la PMA. On peut pas disqualifier ça simplement en disant oui, mais après l'étape suivante ça va être de greffer un utérus sur un homme. Je trouve que c'est pas loyal pour le débat. Ouais, alors c'est vrai que là, du coup tu es parti sur 2 directions. La première, c'est est-ce qu'à un moment donné les sujets qui font débat société sont réellement partagés dans la vie réelle par un grand nombre de personnes qui sont à la fois concernées et qui sont désireuses. Donc ça, c'est une première question. Et tu as cité un autre aspect.
oui, ce qu'on pourrait potentiellement après, est-ce que du coup ce dont on est environné en termes de bruit médiatique correspond à la réalité de la société que vous et moi on peut constater tous les jours? Voilà. En tout cas, on a toujours peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Et c'est vrai que si on autorise une technique, on essaye de réfléchir quelles vont être les conséquences futures, comment cette technique va être mal utilisée et va menacer la stabilité de la société. Je pense que dans les années précédentes, les premières expériences de procréation médicalement assistée, ne serait-ce que la stimulation ovarienne juste par hormones, je pense que ça a déjà occasionné une levée de bouclier et des personnes considéraient qu'on était en train de manipuler la vie. Alors, pourtant, je pense que beaucoup de gens maintenant y en font appel, et même dans les églises. Ouais, et en même temps, David, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'on prépare comme humanité pour demain? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr qu'on voit que les évolutions des mentalités sont fortes. Et on va vers quoi? Je posais la question du transhumanisme tout à l'heure. On va vers quoi? Quel humain on veut? Est-ce que demain, toutes les capacités, en particulier de la révolution numérique, de la sphère nanoscientifique, etc., qui permet aujourd'hui de penser autrement l'homme, est-ce que c'est souhaitable pour notre humanité? Moi, c'est la question que je pose de manière... Enfin, je crois qu'il faut qu'il n'y ait aucun sectarisme, mais quand même de se dire, est-ce que demain, on accepte que, d'une certaine manière, l'homme soit... Alors le terme est peut-être impropre, mais un peu télécommandé pour pouvoir gérer son existence. Alors Marc, je te pose une question. Puis ensuite, je sais pas du tout piège, mais est-ce que tu considères que la stimulation ovarienne est une technique que l'on peut utiliser pour régler les problèmes de fertilité qui sont très prégnants aujourd'hui dans notre société? Alors, je pense que, et c'est là le cadre qui est compliqué, oui, il y a des situations qui peuvent... Pourquoi on refuserait cela? Là aussi, il n'est pas question de revenir en arrière. On pourrait refuser ça parce qu'on pense que c'est une porte ouverte. On peut avancer, il y a des situations qui permettent de pouvoir résoudre des questions ô combien difficiles humainement pour tel individu. Je crois que ce serait dommage, mais, et c'est tout à fait le cadre de la loi, jusqu'où, comment, et derrière, qu'est-ce que ça met en avant? Pour moi, tu vois, ce que j'observe de loin aux États-Unis sur, justement, et là plus le cadre de la GPA, qui devient quelque chose de quand même de plus en plus répandu, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir un enfant, mais j'ai pas envie de me coltiner une grossesse, eh bien, je paye, pour que quelqu'un puisse porter cet enfant à ma place et que cet enfant devienne mon enfant. Ben moi, ça m'interroge. Bernard, c'est vraiment... j'ai une belle-sœur et donc un beau-frère qui se sont mariés, qui pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Ils ont tout essayé. Et voyant que ça n'aboutissait pas, stimulation ovarienne, in vitro et tout le reste, voyant que ça ne se déclenchait pas, même avec ces aides techniques, je vais le dire comme ça, et ils sont rentrés dans une démarche d'adoption. Et ben, aussi bizarre que cela puisse paraître, alors que le processus d'adoption était bien lancé. C'est classique. Oui, c'est classique, mais c'est simplement... Ils ont eu un bébé par les voies naturelles, j'allais dire. Voilà. Ça, c'est quand même incroyable. Une petite question technique, j'ai un doute, la stimulation ovarienne conduit-elle à un moment donné à sélectionner des embryons et du coup à en détruire certains? Non? Ok, donc c'était juste une question technique. Parce que du coup, pour moi, j'aurais une objection à titre personnel par rapport à ta question sur les techniques, sur lesquelles je serais en accord ou pas, pour des raisons scientifiques ou pour des raisons morales. En l'occurrence, pour moi, c'est une raison morale. Au titre des questions que ces débats posent, on en a cité quelques-unes. Il y en a d'autres. C'est le père est-il indispensable dans l'éducation, dans la procréation à un moment donné, et bien sûr le lien biologie-filiation. C'est vraiment une des questions centrales à un moment donné qui est derrière ces états généraux. Et enfin, il y a les aspects économiques, jusqu'où ça sera remboursé par la sécurité sociale. Avec tous les enjeux de remboursement de sécurité sociale. En tout cas, dans les articles, je pense que vous et moi, nous avons lu pour préparer notre émission, cette question apparaissait aussi avec des lignes de fracture. Il faut le faire, il doit accompagner les évolutions de la société. D'autres disaient, on est déjà en dette, c'est pas à nous d'accompagner un désir d'enfant, etc. Quoi. Voilà ici par rapport aux questions. Quelques lignes de fracture potentielle ou de clivage sur ces questions, messieurs.
en laissant se dessiner. David qui a pris un grand souffle. En laissant se dessiner un peu dans nos échanges déjà. La ligne de fracture, c'est où est-ce que je place le curseur de ce que je vais appeler mes règles de vie au sens de la morale, au sens de l'éthique. Est-ce que j'accepte d'aller dans la démarche de stimulation ovarienne, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, il y a d'autres réalités, ou est-ce que je vais jusqu'à la fécondation in vitro, est-ce que je vais donner mon sperme, est-ce que j'accepte que ma compagne congèle ses ovocytes, et ainsi de suite. David, par rapport à la filiation, là, je réagis, j'avais une réaction parce que personnellement, je pense que la filiation n'est pas d'abord biologique. Je pense que il y a un acte d'adoption qu'on l'on fait avec tout enfant, même biologique, qui fait qu'il devient le nôtre, qu'il noue une relation. Et je pense que de toute façon, les familles qui ont adopté un enfant savent très bien que le lien qui les unit est aussi fort qu'avec leur enfant biologique. Parce que je pense que en tout cas, il y a certainement des liens, enfin, il y a des réflexions à avoir sur la filiation biologique et tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est quand même de considérer dans quel climat, dans quel accueil un enfant va arriver et de quelle façon il va se développer. Et là, on sait que par le passé, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de variations là-dessus, sur le fait de savoir quelle était la bonne façon d'accueillir un enfant dans une famille et de l'aider à s'épanouir. D'ailleurs, pendant des siècles, l'enfant n'avait pas forcément une position très importante, déjà parce que son espérance de vie était assez faible, donc c'est vrai qu'il y avait un rapport différent avec la place de l'enfant. Maintenant, un enfant a une espérance de vie très forte, donc on investit aussi d'une façon différente, affectivement, l'arrivée d'un enfant. En termes de clivage, si on devait un peu, au risque d'être un peu caricaturaux, qu'est-ce qui est globalement, qui fait beaucoup de bruit en faveur de toutes ces évolutions? Quels sont les groupes sociaux ou les courants, sans utiliser le mot de lobby, ce qui pour moi serait un petit peu connoté, qui sont globalement plutôt en faveur de toutes les évolutions qui sont mises sur la table aujourd'hui? Puisqu'on parlait de clivage, disons les choses quand même. Ouais, il y a ceux qui sont dans une démarche que je vais qualifier exprès d'hyper favorable à toutes ces évolutions accompagnées par la technique. Ce sont les mouvements féministes, ce sont les mouvements hyper féministes, je dirais même, peut-être. Les mouvements LGBT, clairement. Voilà. Et par opposition, ceux qui sont contre sont ceux que l'on a vus, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, au moment de la manif pour tous, tout à fait, les mouvements que l'on va qualifier là aussi de façon hyper caricaturale d'un autre âge, de réac, de rétrograde, même homophobe, parfois. Bien sûr, l'insulte suprême. Voilà, et au milieu de ça, il y a des millions de personnes qui n'ont pas envie que des questions religieuses polluent forcément tous les débats scientifiques, et que aussi qu'il n'y ait pas une sorte de proclamation d'un droit absolu à avoir un enfant. Je pense que des millions de personnes sont là. En sont là, donc n'ont pas forcément les mêmes moteurs, les mêmes ressorts pour s'opposer à une loi, mais je pense qu'ils ont, la plupart des gens n'ont pas une réflexion religieuse pour évaluer si cette technique est pertinente. Alors l'un de nos objectifs en termes d'éclairage, je vais laisser la parole à Marc tout de suite, néanmoins c'est quand même effectivement d'apporter en tout cas notre éclairage et avec un référentiel qui pourrait être religieux. C'est ce qu'on va aborder dans quelques instants au titre de la dernière partie, c'est-à-dire est-ce que un chrétien au sens large, est-ce que la Bible a des références, a des fondamentaux, des pierres d'angle à proposer? C'est ce qu'on verra dans un instant. Marc, tu voulais réagir? Oui, et un peu lié à cela, moi j'espère, et j'espère encore pour longtemps, que dans le débat public, dans la confrontation d'idées, les religions, les familles religieuses, comme on les appelle, ceux qui croient en un Dieu, et pour nous, ceux qui croient en un Dieu qui s'est fait homme, qui est venu partager notre humanité, pourront contribuer, participer, faire entendre leur voix dans ce débat-là. Pas du tout avec des idées étroites, etc., mais il y a une conception de l'homme. Ce que je voulais mettre en avant, intéressant, oui. Parce que ça m'interroge beaucoup par rapport à toutes les questions du développement scientifique. Légitime. Et il faut qu'on avance là-dessus. Et les chercheurs sont formidables pour nous. Mais les chercheurs et les scientifiques eux-mêmes, prenons le professeur Tesla, eh bien, par rapport à tout ce qu'il a créé, ô combien il alerte aujourd'hui, en disant
nous avons quand même un désir profond en nous d'être des apprentis sorciers, c'est-à-dire d'essayer de créer, de façonner une identité humaine qui soit au regard de ce que l'on considère être le beau, le fort, l'invulnérable. Et que notre foi nous renvoie justement en disant ce qui fait notre humanité, c'est notre vulnérabilité, c'est notre faiblesse et c'est surtout l'attention que nous allons nous porter quand justement nous sommes atteints par cette faiblesse et cette vulnérabilité. Pour moi, il y a fondamentalement là la question de la construction de notre rapport humain, du lien que l'on se donne, de l'attention que l'on se porte en ne disant pas « mais demain », la science va pouvoir balayer tout ce qui est faiblesse pour faire un homme soi-disant idéal, vieux fantasme de toute l'humanité. Je crois que là, ça nous ramène, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de voix qui rappellent cela. Ok, oui. Et ça me pose la question effectivement à un moment donné, quel est le référentiel ? Je vous cite simplement une prise de parole du directeur du département opinion de l'IFOP, donc l'organisme qui a relativement récemment fait un sondage pour sonder les Français, sont-ils plus ou moins pour ou contre la PMA, la GPA, d'accord ? Et par rapport aux résultats qui seraient discutables, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, je vous lis sa phrase. Nous assistons à un basculement anthropologique dans la société française à la faveur de la déchristianisation de la société et de la poussée de l'individualisme. Je cite. Ok ? Donc moi, ce qui me semble important, c'est qu'on dépasse largement le fait que des normes ou des références soient exclusivement dites religieuses, et à mon avis assez vite balayées par notre société, en tout cas française aujourd'hui, mais justement par rapport à des référentiels de vie et une conception de l'homme. Toujours sur cet aspect macro, David, avant qu'on aborde des aspects bibliques ? Oui, alors quand tu disais que notre société est peu christianisée, je pensais au moment où tu le dis qu'aux États-Unis, ces deux mondes-là cohabitent, c'est-à-dire un monde ultra christianisé, ultra conservateur, et de l'autre côté, un monde, des populations qui sont, qui n'ont plus de tabou et qui rentrent dans qui ont vraiment peut-être presque une ambition. Je ne sais pas s'ils ont une ambition, certains oui, de vraiment améliorer l'humain au-delà de ce que la nature a créé au départ. Et au-delà de la thérapie, puisque c'est une autre question. Oui, c'est effectivement à un moment donné jusqu'ù on va dans la thérapie, c'est-à-dire que j'ai bien entendu l'hommage aussi de Marc aux chercheurs, et c'est jusqu'où à un moment donné, alors c'est prêt, et puis là, l'homme augmenté, ça prête à un autre sujet, jusqu'où on l'améliore en fait, notamment avec un outil révolutionnaire, l'outil qui permet d'éditer le génome, le fameux ciseau, alors je vais essayer de le prononcer, CRISPR-Cas9 je crois, voilà, qui permet de cibler concrètement une portion d'ADN chez vous ou chez moi et de faire un copier-coller en gros, enfin un couper-coller, c'est-à-dire je l'enlève et je le remplace par une bonne séquence. Donc moi je suis admiratif d'un point de vue scientifique, mais ça veut aussi dire qu'effectivement jusqu'où à un moment donné on va, indépendamment même de la religion, en termes de conception de l'homme et de référentiel, voilà. En tout cas ce que dit le directeur de l'IFOP, moi je le traduis comme ça, c'est qu'en fait la référence n'est plus externe, c'est l'homme qui trouve sa propre référence. Donc après c'est ce dont on est en train de discuter. Ça rejoint un peu ce que disait David tout à l'heure. Bernard. Oui, non, mais le jour où ça me concerne, j'aurai une autre approche peut-être. Sur ce plan-là, c'est un peu ce que tu disais aussi dans la référence. On le voit bien, notre société, est-ce un bien, est-ce un mal ? Moi, je l'interroge au moins, mais de plus en plus en avant, sans cesse plus en avant, la question de mon désir personnel doit être un désir qui demain doit s'exécuter. Et je me dis là, ça m'interroge parce que je crois que c'est pas ça qui nous fait humains. Ok, Bernard. Donc mon désir devient un droit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Mais si mon désir est possible techniquement, il est proche de devenir un droit. Après, c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisqu'en fait, on parle des droits sexuels et reproductifs pour tous. Non, mais ça, c'est effectivement très très clair, notamment en dissociant l'amour, la sexualité, de la procréation. Mais en même temps, ce que dit David, l'amour. c'est ce que dit dissocier David, l'amour de la procréation. Ouais. Je vois pas qui dit ça, qui veut qu'on dissocie l'amour de la procréation. C'est bien la tendance. L'amour ? Bah oui. Comment on peut juger l'amour d'un couple qui va avoir un enfant ? Non,
Non, c'est pas bien compris. L'idée, c'est parce qu'on est en train de dire, on est simplement en train de dire que potentiellement des tendances de la société, c'est de dissocier à un moment donné la vie amoureuse. Ok, tu peux avoir après des techniques de procréation au-delà de ton partenaire avec lequel tu es amoureux, hétérosexuel ou homosexuel, et la sexualité qui peut être, c'est le fait que, par exemple, dans un couple, le tout n'est pas relié forcément. La sexualité avec l'amour, ça je vois bien. L'amour et la procréation, je pense que c'est moins clair, la dissociation. D'accord, très bien. Ce que disait David, moi j'insiste parce que je crois que c'est au cœur justement du besoin d'une société de définir des lois de bioéthique. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la science, la recherche le permet que pour autant ça va s'inscrire dans notre manière de fonctionner ensemble. Donc dans le socle législatif qui va construire notre société demain. Et je pense qu'à un moment donné, il y a nécessairement, des formes d'interdits, d'attention, de limites à mettre en place. On est dans cette logique, pour moi, alors je fais vraiment rapidement le parallèle, mais c'est tout ce que l'on a créé aussi qui a amené le développement de la bombe atomique, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il ne sera pas temps de dire ça suffit, c'est interdit, parce que moralement, on ne peut pas accepter de créer quelque chose qui, potentiellement, puisse détruire l'humanité. C'est derrière notre avenir qui est en jeu. C'est toi qui parlais d'apprenti sorcier, je crois, tout à l'heure. C'est moi. Il reste 7 minutes dans cette émission. On parlait de normes potentielles ou de morale. Nous sommes dans le cadre d'une radio chrétienne pluraliste. C'est une illustration autour de la table aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses dans la Bible en termes de référentiel avec lesquelles on serait d'accord ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait d'aider nos auditeurs à se forger une opinion avec une référence qui dépasse ses propres désirs? Est-ce que vous voyez des choses dans la Bible pour vous, ou en fait la Bible, non, c'est pas le sujet? Alors, il y a, je vais prendre parce que c'est une position d'actualité, les évêques de France qui étaient réunis à Lourdes viennent de faire un texte fort par rapport à la question de l'euthanasie et de la fin de vie, en disant, on a aujourd'hui justement tous les moyens scientifiques pour permettre que l'accompagnement de fin de vie se fasse en douceur, avec un respect des uns et des autres. Cette réalité scientifique, elle n'est pas développée partout. Il y a des questions économiques, il y a des questions de non-répartition sur le territoire, etc. Et ça, finalement, devant la douleur que ça occasionne, ça amène à dire il est normal de pouvoir légitimer, face à la souffrance, un droit à tuer. Est-ce que nous le rappelons? Parce que c'est notre foi, c'est tu ne tueras pas. Quelles que soient les circonstances, tu ne tueras pas. Et donc derrière, c'est tu ne tueras pas, c'est que tu as invité à trouver les moyens de la fraternité. Ça, c'est notre foi. Ok, donc là, Marc, il est complètement dans la question que j'ai posée, c'est impeccable. Après, j'aimerais entendre aussi David, Bernard. Alors, il reste 5 minutes. 5 minutes, alors je vais être très bref. La Bible commence par un récit de GPA. Oui. Tout de suite, je suis désolé s'il m'a donné la parole avant, David. Ça n'est pas vrai. Mais je sais, ça n'est pas vrai, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se... Mais le couple de la Genèse. Oui, tout à fait. Ouais. Le couple de la Genèse. On parlait d'Isaac et Ismaël aussi. Voilà. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, et c'est Abraham avec la servante. Et puis ensuite, Agar, voilà, et ça donne naissance, et il donne naissance, et ça devient un des fils d'Abraham, Ismaël. Donc là aussi, il y a une question, je dirais, qui est d'une actualité, et qui, dans la suite de ce récit que nous en fait la Bible, il y a 2 fils pour Abraham, il n'y en a pas qu'un. David? Moi, sur les questions éthiques, j'ai beaucoup d'interrogations aussi. J'ai du mal à avoir des décisions, des positions de principe. Ça, c'est vrai que j'ai du mal. Je pense que nos auditeurs vont aussi avoir du mal, donc on est là pour essayer de... Mais par contre, effectivement, il y a un cadre législatif qu'il faut créer et qui évolue forcément avec les années. Et dans 7 ans, il se sera passé beaucoup de choses techniquement. On risque de prendre beaucoup de retard. Qu'est-ce que je lis de la Bible? Comment je reçois la Bible? Moi, je la vois comme permanence, une promesse de vie. C'est-à-dire, on te dit maintenant, la vie est devant toi, vis-la pleinement dans tes relations avec les gens, dans les capacités que tu as reçues, vis-la pleinement.
des fois, l'impatience ou la perte de confiance dans cette promesse fait qu'on utilise des moyens détournés pour obtenir cette promesse. C'est un petit peu ce qu'Abraham a fait. Dire d'un côté, il était impatient, il n'y croyait plus, il a utilisé des techniques adverses. Ce qui a causé quelques soucis. Voilà, donc je pense pas que ce soit un exemple qui soit donné dans la Bible, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est jamais très simple de discerner où se trouve notre promesse et comment y parvenir d'une façon apaisée. En tout cas, on sait très bien que la Bible a dit au peuple d'Israël, et Jésus lui disait: n'ayez pas peur pour votre vie, pour votre famille. Faites les choses selon votre cœur et les promesses se réaliseront. Il y a des moments où on peut tordre les promesses et on les bloque parce qu'on perd confiance qu'elles vont se réaliser. Et donc on le fait trop tôt, on abandonne trop tôt et on intervient et voilà. Et après il y a effectivement il y a des clins d'œil qui font qu'une fois qu'on a adopté, on a eu l'enfant. Mais bon, quand on a fait 8 ans, quand on a passé 8 ans à essayer d'avoir un enfant, c'est très long. Ok. Marc, puis ensuite je clôturerai. Je voulais mettre juste en avant que ma conviction, c'est que la vie est un don. Et qui m'amène, et c'est quand même sans doute le premier acte compliqué, c'est si je suis ici comme humain, je ne l'ai pas choisi. C'est le résultant qui n'a pas été un acte posé par moi dans mon individualité. Comment je me coltine cela ? Était un petit peu posé par les parents. Oui, mais c'est pas moi. Alors s'il y a au moins pour moi un message biblique qui est clair, c'est la dignité intrinsèque de l'être humain, y compris lorsqu'il est handicapé. Bien sûr. Et moi je suis vraiment frappé, et je peux vous le dire, très choqué par ce que j'estime être une grosse hypocrisie sociétale actuelle. C'est qu'en même temps on fait beaucoup de lois, y compris pour des aménagements d'accès handicapés. Je suis concerné puisque j'ai un cabinet libéral, que nous avons célébré le décès de le scientifique Hawking. Merci. Plus handicapé que ça, je sais pas si c'est possible. Et en même temps, un bon nombre de techniques visent à traquer dans le sein de la mère les handicaps actuels et les éventuels handicaps futurs pour qu'on ait un enfant qui ne soit pas là-dedans. Et moi, c'est vraiment pour moi, David. Je pense que cet état de fait, il y a eu quelque chose qui est très fort dans la loi, c'est que tout doit se faire dans le consentement. On ne force personne à faire du tri d'embryon. On ne force personne à garder ou à ne pas garder un enfant dont on sait qu'il naîtra handicapé. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important de conserver, c'est qu'il n'y a aucune raison sociétale qui devra décider à la part d'une personne. À mon avis, on y va tout droit. En tout cas, mon épouse, lorsqu'elle a accouché, elle a dû presque signer comme quoi elle refusait de faire des tests supplémentaires en cas de grossesse qui accoucherait, etc. Donc, en tout cas, c'est vraiment la dignité intrinsèque de l'être humain, y compris dans l'handicap, et de célébrer aussi la qualité de l'être humain dans sa faiblesse et dans sa vulnérabilité. Je réagis à ce que Marc dit tout à l'heure. Je vais clôturer en terminant avec une note peut-être un petit peu philosophique. Au-delà après des aspects micro, c'est-à-dire qui peut toucher les gens et pour lesquels je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie. Moi, je vois une manifestation à ce moment, et moi, quand je dis c'est une opinion personnelle, d'orgueil humain type Tour de Babel. Pour moi, un passage de la Bible, à la fois sur le plan technologique, sur le plan religieux et aussi sur le plan politique. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'interpelle. C'est ma réponse à la question que j'ai posée en tout début d'émission, à laquelle je n'avais pas répondu moi-même. Quelle corde ça vient chercher spontanément? C'est plutôt la marche du monde et la place de l'homme lorsqu'il devient sa propre référence. Et aujourd'hui, force est de constater, avec aussi des bénéfices, que la référence de nos démocraties n'est plus théocentrée. Soit. Mais donc, du coup, pour moi, l'homme devient sa propre référence, qu'il essaye de construire, notamment avec des états généraux comme ceux auxquels on assiste aujourd'hui. Mais pour moi, en tant que chrétien, avec des dérives importante. J'ai juste envie d'ajouter, si tu me permets. Ces états généraux, on n'y assiste pas, on est invité à y participer. Oui, bien sûr. Et Philippe, pour justement clôturer, on peut se dire rendez-vous dans quelques semaines dans l'habitude de notre émission pour revenir sur ce sujet-là. Et peut-être, parce qu'on aura la synthèse des débats, de se dire où on en est et quelle orientation pourra être prise et comment on se positionne par rapport à cela. Du coup, le rendez-vous est certainement pris pour une émission rétrospective. Merci à toute l'équipe et à très bientôt pour une prochaine émission éclairage. Au revoir. Au revoir Philippe.